Alors, donc, le titre de la conférence, adapter le harnachement, pourquoi est-ce si important? Et comme je viens de vous le dire, en fait, cette conférence est une conférence introductive à d'autres conférences qui vont donc vous donner des précisions, notamment les deux suivantes, sur la selle et sur les filets et les mors. Alors, la conférence va avoir trois parties. Donc, tout d'abord, en quoi le harnachement fait-il partie intégrante du bien-être? Ensuite, on va voir que toutes les parties du harnachement sont importantes. Et enfin, on verra quels signes peuvent évoquer un problème lié au harnachement. Alors, je vois que le son est très faible, donc je peux le mettre un petit peu plus bas comme ça. Bon, vous me dites si c'est OK. Alors, tout d'abord, en quoi peut-on dire que le harnachement fait partie intégrante du bien-être? Donc, je vous ai remis la définition du bien-être, donc scientifique, qui a été donc donnée par l'ANSES en 2018, à savoir que c'est une définition évolutive en fonction de l'état des connaissances. Donc, le bien-être, c'est un état mental et physique positif de l'animal qui est lié à la satisfaction de ses besoins physiologiques et comportementaux et de ses attentes. Alors, ça grésille, donc je peux le remonter un petit peu comme ça. Vous me dites si c'est OK. Donc, à savoir que cet état donc, de bien-être va varier en fonction de la perception de la situation par l'animal. Donc ça veut dire que le bien-être, il correspond au ressenti individuel de chaque cheval, car il sera perçu à travers ses émotions et ses états émotionnels. Et donc ça veut dire que dans deux conditions identiques, deux chevaux différents pourront être donc dans des états de bien-être différents. Alors micro trop proche de la bouche, je le remonte, voilà, là il est au niveau du nez, est-ce que c'est mieux? Donc ça veut dire que en fait chaque cheval exprimera un problème de bien-être par des indicateurs et une intensité d'indicateurs qui lui seront propres. Et c'est donc ce qu'on appelle les indicateurs relatifs à l'animal, et donc on verra tout à l'heure avec le harnachement. Alors, donc sur cette diapo-là, donc je vous présente le bien-être en général, qui donc comporte 4 grandes dimensions, alimentation, hébergement, santé, comportement, et 12 critères, quelle que soit l'espèce, notamment pour les animaux d'élevage. Donc pour l'alimentation, il faut donc que l'alimentation et l'abreuvement soient adaptés. Pour l'hébergement, il faut un espace sécurisé et confortable pour le repos, du confort thermique, la possibilité de se déplacer en liberté. Pour la santé, c'est la prévention et le soin des blessures, des maladies, de la douleur. Et pour le comportement, c'est les relations avec les autres chevaux, la possibilité d'exprimer des comportements spécifiques comme se rouler, se gratter, avoir une bonne relation avec l'homme et pouvoir éprouver des émotions positives et peu d'émotions négatives. Alors sur la diapo suivante, on va voir comment ça s'applique au harnachement. Donc le harnachement, il va intervenir au niveau de plusieurs critères, notamment au niveau de la santé. Il va falloir qu'il puisse prévenir les blessures, les maladies et la douleur. Alors, les maladies, en fait, c'est plutôt des maladies qui pourraient être induites par des blessures, hein, donc plutôt prévention donc, des blessures et de la douleur. Et il faudra également qu'il permette d'avoir une bonne relation avec l'homme, donc dans l'utilisation du cheval, et qu'il permette au cheval d'éprouver des émotions positives et peu d'émotions négatives. Alors, à savoir que pour la partie comportement, ça va être aussi conditionné par le respect des autres critères. Par exemple, un cheval qui aura une alimentation pas adaptée, ou un hébergement pas adapté, ou qui aura des problèmes de santé, eh bien ça pourra impacter sa relation avec l'homme et induire des émotions négatives et donc impacter les émotions positives. Donc on voit que si les 4 grandes dimensions du bien-être, elles sont indépendantes, ben, en fait, tout est quand même un peu lié. Alors maintenant, toujours dans la partie harnachement faisant partie intégrante du bien-être, pourquoi adapter et entretenir son harnachement en prenant en compte donc les 6 leviers de l'amélioration du bien-être. Donc ces 6 leviers de l'amélioration du bien-être, ils s'appliquent à tous les critères, mais ils s'appliquent plus particulièrement au harnachement. Donc c'est ce qu'on voit sur cette diapo. Donc on va adapter et entretenir le harnachement pour la santé du cheval, notamment afin de limiter, voire d'éviter tout ce qui est douleur, lésions ostéo-articulaires ou musculaires, les problèmes d'amyotrophie, les problèmes de boiterie, mais aussi pour la santé du cavalier,
Donc limiter aussi les blessures ostéo-articulaires ou musculaires, les problèmes d'abrasion. Ça va avoir aussi un intérêt pour le comportement du cheval, où on va avoir une limitation des défenses lors des manipulations ou du travail du cheval. Ça va avoir aussi un impact sur la performance. Il y a certaines publications qui montrent que donc certains types de matériel vont avoir un effet alors négatif ou positif, hein, à la fois sur l'amplitude, la propulsion, le rebond, la flexion du carpe et du tarse, les dimensions du dos. Bon, bien sûr, on ne va pas dire telle selle, tel bridon, les chevaux dressent mieux, sautent plus haut. Non, ça a un effet sur ces différents facteurs-là, qui eux ont un effet sur la performance. On va avoir des effets sur la sécurité du cavalier, notamment pour la selle, avec une meilleure stabilité, un meilleur équilibre et un confort du cavalier, et donc pour la sécurité du cavalier, on va avoir un effort bénéfique d'une bonne adaptation sur les défenses du cheval, plutôt un effet négatif mais donc positif pour le cavalier, sur les défenses potentielles du cheval. On va faire potentiellement des économies puisque on va avoir des effets bénéfiques sur la santé du cheval et du cavalier, et puis on aura aussi une incidence sur la demande sociétale. Bon, j'ai mis un exemple là, correspondant, enfin pour les cravaches en course, effectivement, dont les conditions d'utilisation avaient été limitées. Alors, on va voir maintenant plus précisément, donc, quelles sont les parties du harnachement qui sont importantes? Ben, en fait, toutes. Quelle que soit la partie du harnachement, donc aussi bien la selle, les pads, les bridons, les mors, les enraînements, la sangle, les protections. Si on a un problème avec une de ces parties du harnachement, ben, on peut avoir un problème général sur le cheval. Alors, il y a aussi un principe général donc, qui a été donc, publié dans un document donc, de l'ISES, donc par le docteur McGreevy. Donc l'ISES, c'est l'International Society for Equitation Science. En fait, quel que soit le matériel, plus la zone de contact est large, moins le cheval ressentira d'inconfort. Bon, ça c'est valable pour le cheval, mais c'est aussi valable pour les équipements de tous les sportifs humains. Alors, on va voir maintenant un peu plus précisément les différentes parties du harnachement, sachant que je vais donner peu de détails dans la mesure où ce sera détaillé dans les conférences suivantes. Alors, pour la selle, bien sûr, elle doit être adaptée au cavalier, puisque souvent le cavalier va choisir une selle pour lui, mais elle doit surtout être adaptée au cheval. Donc, l'idéal, ce serait une selle par cheval. Non, excusez-moi, j'étais en train de regarder le commentaire, je répondrai tout à l'heure. Donc, la selle, elle doit être, l'idéal, ce serait une selle par cheval, mais bien évidemment, c'est pas forcément possible si on a plusieurs chevaux à monter. Donc, l'idéal, ce serait d'adapter une selle par cheval. Voilà. Adapter chaque selle au cheval, éventuellement d'avoir peut-être plusieurs selles en fonction des grandes morphologies différentes des chevaux. Ensuite, donc là, d'une façon générale, afin de voir l'adaptation de la selle, voilà, il y a des publications qui montrent que il y a globalement quand même un problème général en fonction de l'adaptation des selles. Donc, deux études là que je vous rapporte. Une première étude qui avait été faite sur plus de 500 chevaux, ou qui avait montré que pour 18% des chevaux, la selle avait des zones de contact inégales. Pour 32% des chevaux, la selle basculait vers l'avant ou vers l'arrière. Pour 6% des chevaux, les panneaux n'étaient pas de la même épaisseur. Et pour 18% des chevaux, la matelassure était irrégulière. Là, je vous montre la photo d'une selle pour laquelle la matelassure est insuffisante et donc s'écrase sur le dos du cheval. Ensuite, une autre publication, donc sur 500 chevaux, a montré que 30% des chevaux, 30% des cavaliers n'étaient pas assis de façon symétrique. Et donc là, effectivement, je vous montre une photo où c'est le cas. Donc je répondrai aux questions dans le chat tout à l'heure. Alors, en ce qui concerne la selle, voilà, il y a actuellement un nombre significatif de publications scientifiques, puisque ça fait plus de 10 ans. Il y a des publications sur les selles, et je dirais qu'on a plusieurs dizaines de publications. Actuellement, on arrive peut-être à 40 ou 50 publis sur les selles. Donc, en fait, le message, c'est évaluer en fonction de l'évaluation, adapter et ensuite entretenir sa selle.
de façon à ce que la selle puisse remplir ces 3 missions, donc qui vous seront donc détaillées dans la conférence suivante, donc qui sera faite en juin. Alors, la première mission, c'est épargner, c'est-à-dire que, en fait, la selle doit épargner la colonne vertébrale de toute pression, aucune pression sur les apophyses épineuses des vertèbres, y compris au niveau du garrot. Donc, ça veut dire que il faut qu'on ait un certain espace entre la selle et les apophyses épineuses du cheval, sachant que quand le cavalier va s'asseoir sur la selle et quand le cavalier va commencer à travailler le cheval, la selle va bouger et donc est susceptible de descendre. La selle doit répartir les pressions de façon homogène sur la plus grande surface disponible du dos en mouvement, donc avec bien sûr en prenant en compte la selle et le cavalier. Donc là, on voit sur la photo de gauche, une selle qui effectivement présente une surface de pression suffisante. Au contraire, à droite, la surface est insuffisante. Et ça va créer donc des zones de pression. Et la troisième mission, c'est équilibrer donc le cavalier en lui permettant de se verticaliser au centre de la selle, donc d'aligner les hanches et donc les talons. Et donc on voit voilà, 2 photos, satisfaisantes à gauche et moins satisfaisantes à droite. Alors, donc effectivement, on a actuellement un certain nombre de saddle fitters qui sont expérimentés. Donc j'ai donné la définition parce qu'effectivement, on n'a pas actuellement de traduction satisfaisante en français. Donc les saddle fitters, ce sont des professionnels qui vont évaluer et adapter les selles, donc en venant à la maison, et donc ils vont évaluer le cavalier et son cheval et sa selle. Alors, quelques mots maintenant sur les bridons, les mors, les muserolles. Donc actuellement, on a quelques publications scientifiques, donc ça fait moins d'une dizaine d'années, mais il y en a encore très peu. Et on a encore aujourd'hui un nombre limité de bitfitters expérimentés, donc ce sont ces professionnels qui évaluent et adaptent les bridons et les morts. Mais il faut savoir que c'est un domaine de recherche en pleine expansion. Donc à savoir actuellement, les études scientifiques, donc on en a, je dirais, quelques dizaines, moins de 20 c'est sûr, je dirais entre 10 et 20. Donc on a des publications qui vont parler de l'effet de certains morts, qui vont parler aussi d'effets des bridons sans mort, encore appelés énasures, dont j'ai mis une photo, qui vont parler des serrages des muserolles, plus précisément des muserolles pulbac ou crank muserolles, dont je vous dirai quelques mots dans les diapos suivantes. Une publie sur l'effet des licoles, de certains licoles qui sont utilisés pour, soi-disant, mieux gérer les chevaux difficiles. Également quelques études, mais là qui se comptent sur les doigts de la main, sur l'effet de bridon ergonomique, à savoir que nous actuellement, IFCE, on est en train de mener à Saumur, à l'IFCE, et plus particulièrement à l'ENE de Saumur, donc sur les bridons ergonomiques, en lien avec le bien-être du cheval et la locomotion. Alors, quelques mots plus particuliers maintenant sur les muserolles. Donc, à savoir que normalement, donc une muserolle, elle devrait être serrée afin qu'on puisse passer 2 doigts entre le chanfrein. Alors, effectivement, les doigts, on les met plutôt au milieu du chanfrein et non pas sur le côté. Donc, 2 doigts entre le chanfrein et la muserolle. Et donc, à savoir que sont sur le marché depuis quelques temps les crank muserolles ou muserolles pullback, donc qui sont généralement associées aux brides de dressage, puisque en fait, avec les brides de dressage, on ne peut pas utiliser de muserolle croisée. Donc, l'objectif, c'est notamment d'avoir un bon confort du cheval, puisque ces muserolles sont bien rembourrées. Mais comme on peut passer en fait la lanière dans un anneau et serrer à partir de cet anneau, ça fait un bras de levier. Et de fait, on peut serrer très fort ces muserolles, quasiment 2 fois plus qu'une muserolle normale. Et donc, il a été montré que quand ces muserolles pullback sont très serrées, c'est-à-dire qu'on ne peut pas serrer, on ne peut pas passer 2 doigts, parfois on ne peut rien passer du tout. En fait, au retrait de ces muserolles, on a un effet rebond, c'est-à-dire qu'avec les chevaux qui vont montrer des comportements de frustration, avec des bâillements, des mâchonnements, des léchages et des déglutitions en nombre important. Alors, avec ces crank muserolles, donc des études scientifiques ont également montré qu'on avait une modification de la fréquence cardiaque. Donc là, une étude de 2016
qui a montré que museroll pullback très serré, utilisé donc avec une bride, augmentait la fréquence cardiaque et diminuait la variabilité du rythme cardiaque, donc ce qui peut correspondre à une modification de l'activité physique, donc due au mouvement, mais également un effet de stress. Et il a été montré également que donc ces muserolls pullback très serrés, lorsqu'on mesure la température à la surface du corps avec des caméras infrarouges, qu'on appelle la thermographie infrarouge. Donc lorsque l'on mesure cette température au niveau de l'œil, donc c'est la photo que vous avez là sur la diapo, donc la température au niveau de l'œil, elle augmente, hein. Plus c'est rouge, plus c'est chaud, donc plus c'est chaud, plus c'est effectivement la température est élevée, et plus c'est bleu, plus c'est froid, moins la température est élevée. Donc on voit qu'avec ces muserolls, la température augmente au niveau de l'œil, donc ce qu'on interprète comme un effet de stress, et que cette température diminue au niveau de la peau du chanfrein, et ça correspond à une diminution de la perfusion sanguine, donc ça veut dire que ces muserolls, en fait, elles empêchent une bonne circulation du sang. Et en fait, on a également montré, donc je n'ai pas écrit là, mais que si on comparait les pressions de ces muserolls par rapport à des pressions qui sont induites sur la peau de l'homme, ben, c'est à la limite de la douleur, et ça a un effet sur les petits nerfs de la peau. Alors maintenant, quelques mots sur les enraînements. Donc là, on a très peu d'études scientifiques, hein, moins de 10. Donc je vous donne juste quelques exemples. Donc apprendre avec précaution, sachant que quand on n'a qu'une seule publication faite sur 10 chevaux dans chaque lot, effectivement, c'est quand même à prendre avec précaution, sachant qu'on peut avoir une autre publication qui sera donc publiée quelques temps plus tard et qui donnera des résultats quelque peu différents. Donc là, je vous donne juste des exemples, mais c'est juste pour montrer que effectivement les chercheurs s'intéressent à la question. Donc il y a une publi sur les rennes allemandes, donc deux publis sur les rennes allemandes, qui montrent que, donc là elles sont un peu contradictoires, donc je vous ai montré que ce qui correspondait entre les deux publis. Il y avait un effet sur la propulsion des postérieurs avec une augmentation et une diminution de la flexion du jarret. Deux publications sur les enraînements PSOA qui auraient un effet sur l'activation musculaire sans augmenter la charge des membres. Par contre, donc le PSOA est utilisé lorsque le PSOA donc est utilisé dans une autre publi, il a été montré que ça augmentait la pression au niveau du dos. Donc là, en l'occurrence, attention à l'utilisation de ce type d'enraînement pour les chevaux qui ont des problèmes de dos, qu'on voudrait rééduquer. Mais dans la mesure où ça augmente la pression au niveau du dos, effectivement, attention. Alors, pour toute l'utilisation de ces enraînements, voilà, les chercheurs, d'une façon générale, recommandent bien sûr qu'il faut qu'ils soient bien positionnés et surtout bien adaptés aux contraintes que peut supporter le cheval. Donc sinon, effectivement, on pourra entraîner des douleurs, des contractions, voire des problèmes d'amyotrophie, etc., etc. Et donc, attention aux problèmes aux chevaux qui ont des problèmes de douleur dorsale et qu'on voudrait rééduquer avec ce type d'enraînement. Donc, attention au rythme et à la durée d'utilisation. Ne pas les utiliser ni tous les jours, ni sur des durées très longues. Cas particulier d'hyperflexion, pourquoi j'en parle? Parce que souvent l'hyperflexion, elle est réalisée avec des enraînements. Donc là, effectivement, je vous ai mis une synthèse d'une publication en fait, qui a été publiée en 2015 et où en fait, c'est ce qu'on appelle une méta-analyse où l'auteur a analysé 80 publications qui traitaient de l'hyperflexion. Et là, on a effectivement, j'ai synthétisé tous les effets négatifs de l'hyperflexion, donc avec voilà, rétrécissement du canal vertébral, charge du ligament nucal, modification de la transmission musculaire, augmentation de l'activité enzymatique avec une destruction des cellules, diminution de la fonction respiratoire. Quelques mots maintenant. Alors maintenant, on va passer donc à la dernière partie de la conférence en abordant les signes qui peuvent évoquer un problème de harnachement. Donc là, le cheval nous parle, et donc on vous ai parlé tout à l'heure des indicateurs donc, relatifs au cheval. Donc ce sont des signes que l'on pourra observer sur le cheval et qui peuvent révéler un problème de harnachement. Donc on a deux types d'indicateurs. Des indicateurs spécifiques, donc qui sont qui sont reliés de façon quasiment certaine au harnachement. Donc ça va être essentiellement des blessures. Et puis des indicateurs non spécifiques, donc qui peuvent être dus à d'autres causes de harnachement, mais effectivement, quand on observe ces indicateurs,
il faut penser au harnachement parce que c'est peut-être la chose la plus simple à évaluer dans un premier temps. Donc, ces indicateurs, on va les détailler, mais ils vont concerner des modifications de la locomotion et des boiteries, des modifications comportementales avec toute la panoplie des défenses, des signes de douleur et d'inconfort, lors du travail ou de la manipulation. Je pense par exemple à toutes les défenses lors de la préparation du cheval et notamment lorsqu'on va sceller le cheval, où on a un cheval qui va se défendre, ou un cheval qui va essayer de mordre la selle. Ou alors des réflexions faites par le cavalier. Le cheval est méchant, mon cheval ne veut rien faire, mon cheval pète les plombs, et ça, effectivement, si c'est une modification du comportement, ça peut être dû à un problème lié au harnachement. Donc, toute modification comportementale, je dirais du jour au lendemain, ou qui va s'accentuer au fil des séances de travail, il faut penser au harnachement. Alors, on va voir tout ça un petit peu en détail maintenant. Donc, des indicateurs spécifiques avec quelques exemples. Donc, tout ce qui va concerner des blessures, notamment causées par les muserolles, donc des muserolles très serrées. Donc, à la limite, hein, ça peut être des déformations du chanfrein qui sont liées à des lésions osseuses sous-jacentes. Mais ne serait-ce que déjà des marques importantes laissées par la muserolle lorsqu'on va déceler le cheval, hein, il faut faire attention. Ça peut après induire des problèmes plus importants. Tout ce qui va concerner les blessures liées aux morts dans la bouche ou au niveau des lèvres. Et au niveau de la selle, tout ce qui va être poil blanc, notamment lorsque le cheval va changer de poil. Toutes les blessures, notamment au niveau du garrot. Tous les gonflements, les usures du poil. Des poils ondulés à certains niveaux ou des poils de croissance, des zones de poils à croissance inégale. Donc là, je vous donne un exemple en dessous. Il y a une publication pas très récente, hein, effectivement, qui a 8 ans, où il a été montré que, donc Annette Rancurel vous expliquera dans la conférence du mois de juin, qu'on peut mesurer la pression sous la selle à l'aide de tapis, hein, qui ont des capteurs. Mais il a été montré que les pressions sous la selle au niveau du garrot étaient supérieures chez les chevaux qui avaient des zones où il n'y a pas de transpiration. Donc là, je vous montre une photo qui est donc extraite d'une publication. Et donc, zone sans transpiration, ça peut dire zone d'hypoxie cellulaire, c'est-à-dire des cellules qui ne sont plus alimentées en oxygène. Et des zones où il peut y avoir une douleur, donc on va avoir soit des blessures, soit un gonflement, soit une zone qui va être très sensible à la palpation. Donc maintenant, on va aborder tous les indicateurs non spécifiques. Donc là, effectivement, il y en a toute une panoplie. Donc en fait, ces indicateurs non spécifiques, ils ont été rassemblés dans une publication récente qui traitait des boiteries. En fait, les auteurs sont allés chercher dans la bibliographie, donc à la fois à l'aide d'articles qui ont été faits par des cliniciens ou par des comportementalistes, hein, toutes les défenses qu'on peut trouver sur les chevaux, donc liées à tout un tas de facteurs. Et en fait, ils les ont testés sur des chevaux boiteux. Voilà. Donc en fait, là, on a tous les types de problèmes qu'on peut trouver sur les chevaux, problèmes comportementaux qu'on peut trouver sur les chevaux, donc associés à des boiteries ou à d'autres problèmes. Donc on a tout ce qu'on appelle défense en général. Donc avec les écarts, les changements soudains de direction, le cheval qui va embarquer, les ruades, les cabrés, les arrêts brutaux, les refus, 3 petits points, hein, puisque les chevaux peuvent en inventer, toutes les résistances aux demandes et les réticences à se déplacer. On a ensuite des choses un petit peu moins évidentes, qu'on ne va pas forcément remarquer tout de suite, donc tous les problèmes de locomotion. Un cheval qui va trébucher, précipiter, au rythme irrégulier, à la vitesse irrégulière, qui va changer d'allure spontanément, qui va se retenir, qui va traîner les pinces. Des problèmes au galop, avec une mauvaise qualité de galop, un cheval qui va changer de pied spontanément, qui partira sur le mauvais pied, qui sera désuni. Également des postures, des attitudes anormales avec des chevaux contractés, qui vont avoir des asymétries dans la curvation, qui ne seront pas droits, qui marcheront sur 2 ou 3 pistes. Bon, bien sûr, tout ça, c'est des indications, il y en a certainement d'autres. Donc on voit que ça peut être très variable et que le cheval va l'adapter à son problème particulier. On a également tous les problèmes au niveau, enfin tout ce qu'on va pouvoir voir au niveau des mouvements, des positions de tête ou d'encolure. Donc des chevaux qui vont faire des mouvements brutaux de la tête, des lançades,
qui vont incliner la tête d'un côté ou de l'autre, qui vont changer fréquemment de position, qui vont varier leur position de tête du haut vers le bas, du bas vers le haut. Au contraire, qui vont s'enfermer ou au contraire qui vont renverser l'encolure. Bon, ensuite, on a tout ce qui concerne les expressions faciales. Donc ça, c'est également un champ de recherche en plein développement. Donc on a pour le cheval au repos, mais qu'on a effectivement pour le cheval au travail. Donc tout ce qui est oreille en arrière, ou oreille plaquée, yeux clos ou mi-clos. Donc effectivement, ça, c'est pendant une certaine durée. Hein. C'est pas les oreilles qui vont momentanément partir en arrière quand le cheval est attentif à ce que lui demande son cavalier. Pareil s'il y a du soleil, hein, voilà. Tout ce qui va être changement de l'ouverture et de l'expression de l'œil. Par exemple, le blanc de l'œil qui va être visible à certains moments. Mais il y a des chevaux pour lesquels c'est l'expression normale de tous les jours. Hein. C'est plutôt quand on va avoir un changement d'expression. Ou alors, au contraire, des chevaux qui vont avoir l'œil grand ouvert et le regard fixe. Bon, on a ensuite les indicateurs non spécifiques avec les mouvements de queue, les fouillements de queue, ou la queue plaquée ou qui va être portée sur le côté. Ensuite, on a au niveau de la bouche tout ce qui est ouverture de bouche, sortie de langue, ou langue qui n'arrête pas de rentrer et de sortir, langue passée au-dessus du mors, les grincements de dents, un cheval qui va s'appuyer ou au contraire qui va perdre le contact sur le mors. Alors, conclusion perspective sur cette première conférence, donc pour lesquelles on aura des précisions très intéressantes lors des conférences suivantes. Donc, ce qui serait mieux, c'est de prévenir les problèmes avant de pouvoir les observer, en adaptant régulièrement son matériel, enfin je dirais plutôt en l'évaluant régulièrement, et si nécessaire, en l'adaptant et en l'entretenant. Donc ensuite, on va pouvoir observer des indicateurs spécifiques, donc là qui permettent d'identifier un problème de harnachement particulier, mais on aura aussi des indicateurs non spécifiques pour lesquels on pourra suspecter un problème de harnachement, mais ça peut être, sachant que ça peut être dû à toute autre chose. Mais ce qui est important, c'est que dans les deux cas, il ne faut pas attendre que ça se règle tout seul, parce que ça aura plutôt tendance à s'aggraver si on ne fait rien. Ensuite, il faut savoir que avec les indicateurs non spécifiques, il ne faut pas interpréter trop rapidement. Alors, je vous donne des exemples. Parfois, on peut observer des choses et penser que voilà, la cause, c'est ça, mais en fait, c'est complètement différent. Par exemple, pour une selle qui glisse, dans un très grand nombre de cas, en fait, c'est dû à une boiterie. Et ça, il y a un certain nombre de publications. De même, il y a une autre publication dans laquelle il est donné l'exemple du cheval qui refuse de passer dans un coin de la carrière. Donc ça, on pense que c'est un problème comportemental tout simple. Hein. Le cheval a eu peur et en fait, il reproduit ce comportement quand il passe dans le coin de la carrière. En fait, dans le cas particulier, c'était un cheval qui avait un problème de boiterie. Et quand la boiterie a été abolie avec un traitement, avec un anesthésique, en fait, il est passé dans le coin de la carrière. Donc en fait, ça veut tout simplement dire que dans ce coin-là, il n'arrivait probablement pas à s'incurver de la façon demandée et en fait, il ne voulait plus y aller. Donc, dans la mesure où ces problèmes ne nécessitent pas l'intervention d'un vétérinaire, hein, attention, effectivement, il ne faudrait pas passer devant un problème de santé important, eh bien, on peut tout à fait évaluer, adapter le matériel, éventuellement le changer. Et donc, dans les deux conférences suivantes qui parleront plus particulièrement de la selle et des bridons et des morts, donc on verra dans quelles conditions on peut faire tout seul une évaluation d'abord et quelques adaptations, et à partir de quand, effectivement, il faut faire appel à un professionnel, donc essentiellement saddle ou bitfitter. Voilà, donc pour en savoir plus sur le bien-être en général, donc je vous représente le livre publié il y a 2 ans sur le bien-être, donc 424 pages sur le bien-être en général. À savoir que y a un petit pocket qui vient d'être publié hier ou avant-hier, donc que vous pouvez mettre dans votre poche, destiné à tous, de 12 pages, donc qui synthétise les grands principes du bien-être. Donc ça, vous pouvez aller le chercher gratuitement à l'adresse qui est indiquée là. On a toujours notre blog scientifique et aussi toutes les webconférences avec des conférences un peu plus spécialisées sur les indicateurs.
Et donc, les prochaines conférences, donc sur le même sujet. Donc, le 13 juin, adapter la selle au cheval ou saddle fitting, les bases par Annette Rancurel, donc qui est ingénieure en technologie de l'information et pionnière en France du saddle fitting, et donc qui a formé un certain nombre de saddle fitters en France. Voilà. Le 27 juin, donc c'est Géraldine Van Neven, donc qui nous parlera du beat fitting au-delà de l'adaptation du mort et du bridon, et qui elle est technicienne dentaire et qui est un beat fitter, également pionnière du beat et du bridle fitting en France et présidente de l'association Beat Fitting. Et donc sur d'autres sujets, on aura donc Olivier Pulse du travail en graine au travail monté, Carole Yvon Galou sur le cheval partenaire de l'éducation à la santé et Pauline Doliger planifie la conduite du pâturage sur mes parcelles. Voilà, donc maintenant je vais répondre à vos questions. Donc je remonte le chat